Et dans ce contexte, le processus de paix avec le Rwanda est-il entré dans une nouvelle phase? Kinshasa affirme avoir obtenu la signature d'un protocole de reddition avec les FDLR, ce groupe armé rebelle rwandais dont la présence dans l'est du pays est, vous le savez, depuis des décennies, au cœur de tensions avec Kigali. Floribert Anzuluni, le ministre de l'intégration régionale en RDC, vient nous parler de cet accord. Il est notre invité. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. D'abord, une première réaction à ce que nous rapportait à l'instant notre correspondant TV5 Monde. C'est 15 prisonniers remis ce matin par les autorités congolaises à la rébellion de la FCM 23. Qu'est-ce que vous nous dites ce soir? Que tout ça va dans le bon sens? Bien sûr, c'est une preuve supplémentaire de l'engagement et de la détermination de la République démocratique du Congo à mettre en œuvre l'accord de paix qui a été signé sous l'égide des États-Unis d'Amérique. Donc oui, c'est encore une fois une preuve irréfutable. Oui, cet accord de paix. On en vient à ce protocole de reddition avec les FDLR. Que contient précisément ce protocole? Alors d'abord, ce protocole, intitulé le protocole de désarmement, de démobilisation et de cantonnement des FDLR par la sensibilisation, est un acte majeur. Il pose en réalité le cadre qui va permettre aujourd'hui à la RDC de respecter son principal engagement dans le cadre de l'accord de paix signé à Washington le 4 décembre dernier, accord auquel est annexé le CONOPS, le concept opérationnel qui justement met en œuvre la question du désengagement ou du retrait des troupes rwandaises et de la neutralisation des FDLR, et accord dans lequel, bien évidemment, le plus gros engagement de la RDC, la neutralisation des FDLR. Cette neutralisation qui passe par, entre guillemets, l'éradication de la menace, et cette éradication arrive grâce au fait que les FDLR doivent être défaits. Donc aujourd'hui, à travers cet accord qui reprend 3 grandes parties, nous avons aujourd'hui un outil, un cadre qui va permettre de respecter notre engagement. Première partie de cet accord, c'est que cet accord a comme sous-bassement, bien évidemment, très important, l'accord de Washington et le CONOPS, et un certain nombre d'engagements que je peux vous détailler tout de suite. Oui, alors on va justement en parler. D'abord, 90 jours, j'ai bien compris, pour effectuer cette démobilisation, si j'ai bien compris, c'est ça? Pas du tout. 90 jours, c'est le délai qui était repris, qui est repris dans l'accord de paix et dans le CONOPS. Mais ici, nous n'avons pas encore défini le délai pour la... Donc il n'y a pas de compte à rebours précis? C'est-à-dire que nous avons à ce stade la première étape qui a été donc la signature par les FDLR de ce protocole extrêmement important. Deuxièmement, maintenant, il y a un travail qui est en cours. Nous avons notre PDDRCCS, qui est notre outil de démobilisation nationale, qui a élaboré un plan de démobilisation opérationnel de démobilisation, qui a élaboré un chronogramme, qui a élaboré également quel est le calendrier, un budget, en tout cas? Est-ce que vous avez qui a élaboré un budget, et tous ces éléments sont en cours d'approbation et de validation. Ensuite, nous pourrons alors rendre public les délais et les différentes étapes du processus. Et qui est engagé par cet accord? Est-ce que ça concerne l'ensemble des FDLR ou seulement une partie de leurs responsables? Alors, les FDLR, de ce que nous savons, sont représentés par 2 branches, une branche politique et une branche, on va dire, militaire. Et en ce qui concerne ce processus, je peux vous assurer que les 2 branches, la branche politique est dirigée par M. Victor Biringiro, qui est le signataire de ce protocole, qui engage le mouvement, et la branche militaire, je pense, par M. Omega. Omega, oui. Et donc les 2, très clairement, ont souscrit pleinement à la mise en œuvre de ce protocole. Et quand il y a un certain nombre de possibilités, finalement, que quelques contrées locales ne seraient pas forcément bien arrimées à cette hiérarchie des FDLR, est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète dans l'application de cet accord? Alors oui, je pense que nous devrions, ce sont des cas exceptionnels que nous allons traiter. Mais la première des choses aussi à dire très clairement, c'est que aujourd'hui, dans le cadre du comité conjoint de suivi sécuritaire, 6 zones opérationnelles ont été identifiées comme pouvant contenir des FDLR. 5 dans le Nord Kivu, 1 dans le Sud Kivu. Et sur les 6 zones, je tiens à préciser que 5 sont sous le contrôle de l'armée rwandaise /AFC M23 et 1 est sous le contrôle du gouvernement congolais. Et ça a été acté dans le cadre de ce comité conjoint. Concrètement, comment vous allez régler ces cas personnels? À ce stade-ci, la première chose que nous faisons, c'est mettre en place un cadre. Une fois que le cadre est mis en place, nous lançons les opérations. Une fois que les opérations sont lancées, l'armée rwandaise est tenue de quitter le territoire congolais pour permettre à ce que le processus puisse suivre son cours. Et quelle garantie dont vous disposez pour que ça marche? Comment, par exemple, la RDC va vérifier que ces combattants déposent effectivement les armes?
Alors non, nous avons le processus qui est en place et nous allons mettre en place également, c'est dans le protocole, un mécanisme de suivi qui va se composer également de partenaires régionaux et de partenaires internationaux, de partenaires techniques. Vous avez l'EIP et le European Institute qui est là-dedans. Vous avez également la communauté Saint-Egidio qui va nous accompagner sur les aspects techniques. Et c'est ce qui justifie d'ailleurs que nous avons récemment effectué une tournée à travers les différents pays de la région pour pouvoir leur expliquer ce processus et obtenir leur accompagnement dans ce comité de suivi qui devrait nous permettre de nous assurer que ce processus n'est pas simplement un processus congolais, mais que c'est un processus qui doit impliquer tous les acteurs, directs ou indirects, sur la question. Ce n'est pas seulement un processus congolais, on vous entend. Cette reddition des FDLR, les autorités de Kigali en face restent très sceptiques. Que leur répondez-vous pour les rassurer éventuellement? Écoutez, sans rentrer dans la polémique, cela ne nous surprend pas. Permettez-moi de rappeler qu'en 2021, juste avant le début de la nouvelle agression, l'ambassadeur rwandais en RDC, M. Karega, avait déclaré, les vidéos existent, nous les avons diffusées récemment, que la question des FDLR avait été résolue et qu'elle ne posait plus de problème. Ensuite, nous avons eu le début de l'agression et le Rwanda a été identifié comme étant l'acteur majeur de cette agression. Mais pendant un moment, vous le savez très bien, le Rwanda a refusé ces accusations, entre guillemets. Mais les faits ont contraint le Rwanda à accepter cela. Et ensuite, la justification a été de dire que leur implication était due au FDLR. Donc, cela ne nous étonne pas et nous ne voulons pas... Mais est-ce qu'on ne risque pas d'être dans l'impasse? Non, ce n'est pas une impasse. Le contexte ici est complètement différent. Nous avons un accord de paix qui a été signé au plus haut niveau par les deux chefs d'État avec un facilitateur et d'autres facilitateurs, d'ailleurs l'Union africaine et autres, se sont maintenant joints à ce facilitateur. Donc le contexte est différent. Aujourd'hui, nous sommes tous liés par cet accord de paix et la RDC aujourd'hui est en train de faire respecter ses engagements. Anzoluni, ministre congolais de l'intégration régionale, était notre invité. On suivra ça avec attention. Merci d'être passé par notre journal Afrique sur TV5 Monde. Merci à vous.